Septembre 1942. Voici la carte de l'Europe. Le continent est dirigé par la puissance nazie. Cette dernière fait face à la puissance qui lui fait tête, à savoir la Russie, mais pour les nazis, ce n'est qu'une question de temps. Encore quelques mois et Moscou parlera allemand. Et pour dire, la Russie n'est plus l'affaire du Führer. Il pense à sa capitale, Weltspeiff Germania, la capitale mondiale de Germania. Son projet de construction d'une capitale monumentale pour le Troisième Reich, en lieu et place de Berlin, inspiré de ce qui pouvait exister dans d'autres capitales, mais à des dimensions nettement plus grandes et conçues par Albert Speer. On va analyser ici la partie architecturale de la capitale qui devait diriger le monde, Weltspeiff Germania. Pour le Führer, la guerre est déjà terminée. Moscou est à quelques centaines de kilomètres et il pense que l'URSS est prête à demander l'armistice. Il est sur des projets internes à la Germanie, notamment la capitale. Il est sur le projet Germania, une vision monumentale d'Adolf Hitler. Le nom officiel du projet, tel qu'utilisé par les concepteurs, était Gesamtbauplan für die Reichsplacht. Désolé, j'ai fait espagnol en troisième langue. Donc le plan global de construction pour la capitale du Reich. Cependant, l'idée de nommer Berlin en Germania est apparue dans une discussion d'Hitler le 8 juin 1942, relatée par Henri Piqueur. Hitler souhaitait unifier les peuples germaniques sous le Reich et donner à cette capitale un nom emblématique reliant son ambition. Par ailleurs, l'expression Weltspeiff, capitale mondiale, est apparue dans le discours d'Hitler le 11 mars 1942, où il comparait Berlin, futuriste, aux grandes cités de l'Antiquité comme Rome ou Babylone, surpassant Paris ou Londres en grandeur et en symbolisme. Donc Hitler était convaincu de l'importance de la culture pour pérenniser un empire. Il comprenait la logique actuelle de ce qu'on appelle le soft power et le hard power, c'est-à-dire la puissance par les armes et la puissance par la culture. Hitler voyait dans ce projet un moyen d'inscrire l'Allemagne dans l'histoire. Berlin devait devenir une vitrine de la puissance nazie, dotée de bâtiments colossaux, reflétant l'esthétique et la vision nationale-socialiste. Ces constructions étaient conçues pour abriter des fonctions politiques, militaires, administratives et économiques, tout en excluant toute présence chrétienne. Un des édifices phares, le palais du Führer, visait à symboliser le pouvoir et à donner une envergure historique aux dirigeants futurs. Même les moins charismatiques, Hitler justifiait ses travaux comme une nécessité pour doter le régime de bâtiments représentatifs, rompre avec les édifices hérités des monarchies et offrir une identité architecturale propre au Reich. Une sorte de néopaganisme, si vous voulez dire les termes ainsi. Pour concrétiser cette vision, Hitler conféra des pouvoirs étendus à Albert Speer, nommé inspecteur général de la construction, donc en allemand Generalbauinspektor. Speer, en tant qu'architecte indépendant, s'entoura d'experts et structura le projet en plusieurs services, une agence d'aménagement urbain, un bureau central pour les aspects financiers et juridiques, ainsi qu'un office dédié à la construction et à la voirie. Speer sollicitait des architectes renommés tels que Paul Bonatz, Wilhelm Kreis et Peter Behrens, ainsi que les sculpteurs Joseph Thorac et Arno Breker. Il estima le coût total du projet entre 4 et 6 milliards de Reichsmark, une somme qu'il jugeait réaliste grâce à une répartition stratégique des dépenses sur plusieurs budgets publics. Il y avait aussi les plans de Germania qui s'inspiraient de grandes capitales européennes, tout en cherchant à les surpasser. Hitler avait un vrai plaisir et un vrai bonheur à se balader lorsqu'il a pu le faire dans les rues de Paris, et il souhaitait concurrencer la capitale française et en faire de Berlin une capitale encore plus grande, encore plus majestueuse et encore plus belle. Il souhaitait que Paris à côté soit finalement un petit troquet ou une petite ville sans mesure et sans histoire. L'avenue centrale devait dépasser la largeur des Champs-Élysées de Paris, tandis que l'arc de triomphe de Germania était conçu pour éclipser celui de la place de l'Étoile. Hitler admirait les travaux de l'urbanisme Haussmann, qu'il espérait voir Albert Speer surpasser.
Le Grand Dôme, ou Halle du Peuple, était directement inspiré du Capitole de Washington et de Saint-Pierre à Rome, mais imaginait une échelle bien plus grande. Hitler s'inspirait aussi du Moyen-Âge pour établir les proportions de cette halle, en reprenant le rapport entre la taille de la cathédrale d'Ulm et la population médiévale de cette ville. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est le dôme. On va vous en parler un petit peu. Mais d'abord, regardez-moi cette image. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce petit croquis, qu'est-ce que c'est que cet affichage? En fait, c'était déjà les plans d'Hitler de concevoir un dôme en 1925, quand il n'était ni artiste, quand il n'était pas grand-chose, quand il n'était pas Führer, tout simplement. Donc là, vous le voyez, hein, dès 1925, le jeune Führer avait des ambitions de devenir architecte, où il souhaitait créer des monuments qui auraient l'envergure des monuments d'Haussmann, de l'haussmannien si vous préférez. Parlons à présent du Grand Dôme. Est-ce qu'il y a des architectes dans les spectateurs? Eh bien, s'il y a des architectes, vous risquez d'être impressionné par l'architecture voulue à Germania. Donc le Grand Dôme, également connu sous le nom de Große Halle ou Halle du Peuple, était un projet architectural monumental imaginé dans le cadre de la reconstruction de Berlin sous le régime national-socialiste. Ce projet, conçu par Albert Speer, incarnait une idéologie politique et symbolisait la puissance de l'unité du peuple allemand selon les idéaux du régime, et ce, tous réunis autour du Grand Dôme. Il y avait une conception et une finalité. La notion de Volk, centrale dans le mouvement national-socialiste, a inspiré la conception de ce bâtiment dédié à matérialiser l'unité communautaire. Destiné à accueillir jusqu'à 180 000 personnes, le Grand Dôme servait d'espace pour des rassemblements acclamatoires visant à impressionner les nations étrangères et à affirmer la domination idéologique de l'État. Donc en gros, hein, c'est un petit peu comme quand ton copain ou ton père a une grosse bagnole, eh bien il sort sa grosse bagnole ou sa voiture du dimanche, hein, pour se la péter. Bah là c'était un peu pareil devant les copains qui ont d'autres pays. L'esquisse initiale réalisée par Hitler en 1925, hein, donc celle que je vous ai montrée, s'inspirait de Befreiungsgall de Kelheim et du Panthéon de Rome, notamment par son dôme monumental et ses éléments décoratifs tels que les caissons et les pilastres. Albert Speer, donc lui je vais vous en parler souvent, hein, a également incorporé des influences de monuments classiques et révolutionnaires comme le Panthéon de Paris et les conceptions utopiques de Bruno Taut et Walter Gropius. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous vous en souvenez ou pas? Si vous avez déjà oublié, là ça va pas. Au niveau de l'extérieur, faut qu'on en parle aussi. Au niveau de l'extérieur, faut qu'on en parle, clairement. Le dôme, d'une hauteur de 290 mètres et d'un diamètre bien supérieur à celui des grandes structures existantes, aurait été 16 fois plus grand que le dôme de la basilique Saint-Pierre à Rome. Le bâtiment rectangulaire était surmonté d'un dôme légèrement parabolique, recouvert de plaques de cuivre patinées par une teinte verte. 34 colonnes de 30 mètres de haut, accompagnées de statues monumentales, flanquaient l'entrée. Une lanterne vitrée de 40 mètres, surmontée d'un globe terrestre, dominait l'édifice. Passons maintenant à l'intérieur. Hein, c'est comme une maison, on aime voir l'extérieur et l'intérieur. Donc l'intérieur se composait d'un espace unique de 38 000 m², comprenant une arène circulaire de 140 mètres de diamètre, entourée de tribunes sur 3 niveaux, 100 colonnes de marbre de 24 mètres de haut supportant le plafond, une niche monumentale dorée ornée d'une statue d'aigle dorée tenant une croix gammée dominant un espace dédié au discours, donc là où sûrement il y aurait eu le Führer et ses copains. Le bâtiment devait être situé dans le méandre de la Spree, au nord de l'axe central de Berlin. Sa construction nécessitait le détournement de la rivière et la destruction de quartiers entiers. Le coût estimé, donc on en a parlé, mais juste pour cette partie, était de 1 milliard de Reichsmark, qui aurait été financé par des recettes touristiques. Bien que la démolition et les travaux préliminaires aient débuté en 1939, la construction n'a jamais vu le jour, en raison de la guerre. Le projet reste un symbole des ambitions architecturales et idéologiques du régime, reflétant à la fois la mégalomanie et l'esthétique monumentale propre au national-socialisme. Donc c'était la philosophie de la mégalomanie et de l'extrême.
Aujourd'hui, l'emplacement prévu accueille la chancellerie fédérale et le parc du méandre de la Spree. Maintenant, parlons de Germania dans sa globalité. Vous allez voir à quoi ressemblait ce projet démesuré. Donc tout d'abord, Adolf Hitler, qui avait son projet architectural, pensait à produire une forteresse imprenable. Il souhaitait que cette place soit conçue comme une véritable forteresse. En cas de soulèvement, les fenêtres auraient été équipées de volets blindés en acier, les portes fabriquées du même matériau et l'accès unique à la place aurait été sécurisé par une massive grille de fonte. Dans la partie nord, il y avait la halle du peuple. La halle du peuple était aussi connue sous le nom de Volkshals, devait dominer l'extrémité nord de la place imaginée par Albert Speer, d'après un croquis de Hitler réalisé, donc toujours le même croquis. Elle devait être une structure colossale, surpassant en dimension tous les édifices. D'accord ? Donc ça, c'était la halle. À l'ouest, il y avait la chancellerie et le palais du Führer. Sur le côté ouest de la place, Albert Speer prévoyait la construction d'une nouvelle chancellerie et d'un somptueux palais du Führer. Autant qu'il soit à côté et qu'il soit dans un petit coin sympa, quoi. Pas un 15 mètres carrés à Paris, quoi. Ce dernier, conçu pour refléter la majesté du pouvoir, comprenait des appartements privés pour Hitler, des salles de réception gigantesques, des jardins aménagés avec des fontaines et une palmeraie ainsi qu'un théâtre de 400 places. La façade donnant sur la place aurait été ornée de colonnes jumelées de mosaïques d'une porte monumentale menant à un balcon de 14 mètres de hauteur. De ce balcon, Hitler aurait pu s'adresser à la foule pour leur raconter des histoires, par exemple, ou bien leur faire des petites conférences. Des conférences sur le national-socialisme, par exemple. Au sud, on passe du nord au sud, il y avait le haut commandement de la Wehrmacht. La partie sud de la place devait être occupée par le siège de l'OKW et une aile de la chancellerie. Ces deux bâtiments, marqués par leur style sobre et imposant, encadraient la grande avenue qui débouchait sur la place. Leur architecture se distinguait par des façades ponctuées de colonnes et de fenêtres étroites. On passe du sud pour aller à l'est. La côte est, la partie est de la place, devait accueillir le Reichstag, symbole du pouvoir législatif du Reich. Sa position stratégique face aux autres édifices renforçait l'idée d'un centre politique unifié. Il y avait bien évidemment des limites à tout ça. Ce projet titanesque devait transformer Berlin en une capitale impériale mondiale. Toutefois, il y avait beaucoup de critiques, notamment en matière de sécurité aérienne. Les dimensions impressionnantes de la halle du peuple en auraient fait la cible idéale pour les bombardiers ennemis. Malgré les avertissements, Hitler voyait dans cet édifice un temple sacré incarnant l'union du peuple allemand. Rien que ça. Donc, t'imagines, t'as un bombardier qui arrive, imagine ça, t'as un bombardier qui voit la halle de 10 000 mètres de hauteur, c'était ces délires un petit peu fous. Et il se dit, ah non, mais comme c'est un édifice et un temple sacré, je vais pas y toucher. Bon, moi je suis un peu sceptique là-dessus. Après, c'est que mon avis. Partons de l'autre côté du périph', comme qui dirait. Donc de l'autre côté, il y avait 4 zones situées aux extrémités de l'axe en croix, qui étaient destinées à accueillir des aéroports. Le lac de Rungsdorf devait servir de base pour les hydravions, tandis que l'aéroport de Tempelhof, désaffecté, serait transformé en parc d'attractions inspiré du Tivoli de Copenhague. Il y avait aussi, au début du XIXe siècle, un ensemble muséal qui fut aménagé sur l'île de la Spree. Toutefois, ces infrastructures s'avéraient exiguës et l'agencement des collections manquait de logique. Sur la rive nord de la Spree, le plan prévoyait la construction de plusieurs musées. Donc un consacré au XIXe siècle, un autre regroupant les collections égyptiennes et proche-orientales, et un dernier dédié à l'art germanique. Pourquoi pas quelques peintures aussi qui ont été volées un peu à droite à gauche, mais bon, on le dira pas, ça vous couperez au montage. Ces édifices conçus par Wilhelm Kreis s'harmonisaient avec le Kaiser Friedrich Museum. Donc il y avait le musée du XIXe siècle, doté d'une façade aveugle côté Spree. Ce bâtiment arborait des arcades au rez-de-chaussée
et un portail central majestueux surmonté d'une attique. Une tour d'angle complétait sa structure, rappelant l'hôtel de ville de Stockholm. Il y avait le musée des collections égyptiennes, donc organisé autour d'une grande cour centrale. Ce musée, donc il y avait le musée égyptien et proche-oriental, organisé autour d'une grande cour centrale. Ce musée se distinguait par 2 tours en saillie sur une façade polychrome, évoquant le style de Jézoley et Düsseldorf. Il y avait également le musée germanique, inspiré à style dorique classique. Cet édifice témoignait d'une sobriété élégante. En ce qui concerne la rive sud, le musée d'ethnologie devait occuper un bâtiment monumental de 275 mètres, reliant la gare Friedrichstadt au Kaiser Friedrich Museum, conçu par Hans Dussmann. Ce bâtiment rectangulaire comportait une colonnade dorique au rez-de-chaussée à 2 cours intérieures. Wilhelm Kreis prévoyait également l'agrandissement de l'arsenal de Kuppengrafen. Cet édifice longiligne, à encadrer de 2 ailes plus basses, s'inspirait des fortifications avec un toit décoré de canons aux angles. Pour finir, il y avait le Hochschulstadt. Donc à l'extrémité ouest de l'axe ouest, un campus universitaire devait voir le jour. Cet ensemble intégrait les infrastructures nécessaires à une école supérieure d'enseignement technique et une clinique universitaire située à 1,5 km. Un concours national organisé en 1937 précisait que l'université, par sa localisation, devait refléter un caractère monumental et intemporel. La clinique du bâtiment de 30 étages, en calcaire clair, devait devenir l'un des plus grands hôpitaux d'Europe. Au sud, donc on va un peu dans tous les sens, mais c'est comme ça. 3 instituts militaires devaient être construits, un pour la technique de l'armement, un pour l'aviation militaire et un pour la topographie. Donc tout sur la partie militaire. Un musée de la chasse et un grand bâtiment dédié au service des forêts du Reich complétaient ce complexe. Il y avait aussi à côté les espaces verts, donc inspirés du bois de Boulogne. Bon, j'espère qu'il y aurait pas eu des gourgandines, on va appeler ça comme ça. Les espaces verts autour du périphérique étaient pensés pour offrir aux habitants des promenades terrain, de sport et restaurants. Des milliers d'arbres feuillus furent plantés pour recréer la forêt mixte disparue sous Frédéric II. Un petit côté souvenir en quelque sorte. Les terrains de sport et jardins ouvriers accessibles étaient intégrés dans une forêt soigneusement aménagée. Les sentiers sinueux remplaçaient les tracés rectilignes pour offrir un cadre harmonieux. Il y avait aussi la partie du faubourg. Donc de vastes zones résidentielles autonomes, comme la Schustadt, étaient prévues dans les faubourgs, sud et est. Conçue pour 210 000 habitants, la Schustadt devait inclure des crèches, écoles, espaces verts et équipements publics représentatifs. Donc bien sûr, vous en doutez, tout ça avait un but bien précis. L'aménagement de ces espaces et bâtiments monumentaux s'inscrivait dans une logique de propagande qui visait à refléter la puissance de la pérennité du régime. Chaque infrastructure, qu'il s'agisse des musées, des instituts ou des quartiers résidentiels, était pensée pour véhiculer une image d'ordre, de grandeur et d'unité nationale. Les styles architecturaux variaient selon la fonction, mais partageaient une volonté monumentale et de durabilité destinée à impressionner les générations futures. Il y avait aussi un impact écologique, donc la transformation massive de l'environnement, notamment la modification des forêts et la création d'espaces verts urbains, révèle une préoccupation pour le cadre de vie des habitants. Mais elle est souvent faite au détriment des écosystèmes locaux. Le passage des forêts de conifères aux forêts mixtes témoigne d'une tentative de recréer des paysages idéalisés, souvent éloignés de la réalité écologique de la région. Ces projets reflètent une vision futuriste de la mobilité, mais également une tentative de centraliser les flux humains et logistiques autour de la capitale, pour renforcer son importance stratégique. Les faubourgs comme la Schustadt étaient conçus pour répondre à une double exigence. Déjà, premièrement, offrir des logements modernes et fonctionnels à la population, tout en imposant une structure de vie collective alignée sur les idéaux du régime, ordre et discipline. Les infrastructures communautaires telles que les crèches, écoles et foyers
était destiné à contrôler et encadrer la vie sociale des habitants. En gros, les surveiller, avec peut-être des caméras de l'époque ou autre chose. Malgré leur vocation idéologique, les bâtiments et aménagements projetés s'inspiraient de réalisations étrangères comme des modèles scandinaves pour les musées, et également des modèles italiens et latins pour l'architecture centrale. Cette influence montre que, bien qu'ambitieux, les projets restaient enracinés dans les courants architecturaux contemporains. Les projets également mêlaient souvent grandeur symbolique et exigences fonctionnelles. Par exemple, les terrains de sport intégrés dans les espaces verts visaient à encourager les activités physiques, tout en affichant l'idée d'une population forte et en bonne santé, symbole de la prospérité de la nation. En somme, les projets d'urbanisme et d'architecture planifiés à Berlin sous le régime nazi ne se limitaient pas à des objectifs pratiques de développement urbain, mais étaient enracinés dans une vision idéologique visant à façonner une capitale représentative de la grandeur et de la pérennité du Troisième Reich. Ces projets à la fois monumentaux et symboliques reflétaient une volonté de contrôler l'espace urbain, de centraliser les flux humains et renforcer l'image du pouvoir à travers ces infrastructures, imposant un aménagement rigoureux des quartiers et espaces publics. L'urbanisme, comme l'architecture, devenaient des outils puissants de propagande et d'affirmation d'une identité collective, fondée sur l'ordre, la discipline et la puissance. On like, on partage, on commente. Vous pouvez me laisser un don ou venir me suivre sur Instagram. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!